Jacques-Alain Miller, qui est mon aîné en beaucoup de choses, mon aîné dans l'école que nous avons fréquentée, mon aîné en politique, mon aîné dans la fréquentation du très grand auteur qu'il vient d'évoquer, m'a suggéré hier soir d'intituler ces quelques mots que je vais prononcer maintenant, La vérité en marche. C'est son idée, après une dernière conversation téléphonique que nous avons eue très tard dans la nuit. La vérité en marche, qui est, comme vous le savez, le titre d'un texte d'Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus, en défense de Dreyfus et en défense de sa réhabilitation. Et il m'a suggéré cela parce que je lui disais que, au fond, nous évoquions l'atmosphère du moment où nous avons décidé de cette réunion et l'atmosphère du moment où elle s'apprenait à prendre corps, c'est-à-dire hier soir. Et je lui disais donc que finalement j'étais assez content de cette campagne, que j'étais assez content de la tournure que les choses prenaient et que j'avais le sentiment que nous étions partis il y a quelques semaines dans la confusion, l'obscurité, la très grande anxiété, et que nous allions tenir cette petite réunion dans une atmosphère beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire. Et je lui disais que j'avais le sentiment, au fond, de m'être trompé sur cette campagne électorale. J'ai écrit dans ma chronique hebdomadaire du Point, reprise dans la règle du jeu, j'ai écrit que cette campagne était épouvantable, que c'était la plus navrante des campagnes électorales que nous ayons connues, que ce n'était pas une campagne mais que c'était une telenovela, que les punchlines y avaient remplacé les arguments, qu'on se souciait moins des effets de vérité que des performances, qu'on regardait moins la vérité d'un propos que la consistance d'un corps ou la décomposition d'une mine. Et je lui disais et j'ai écrit cela à plusieurs reprises, et je lui disais donc hier soir que finalement, je m'étais trompé, que cette campagne tournait en fin de compte assez bien, et que tout ce que je prenais pour des effets d'obscurcissement était en réalité, mais secrètement, et cela vient au jour là, dans ces dernières heures, comme des effets de vérité. Cette campagne a fonctionné comme un opérateur de vérité sur le paysage politique, le champ de bataille idéologique qui est le nôtre depuis quelques années et même depuis quelques décennies. Et en effet, la phrase m'est venue, finalement, la vérité est en marche. La phrase d'Émile Zola. Effet de vérité, par exemple, ce débat télévisé d'il y a 3 jours, que beaucoup de commentateurs se sont accordés à trouver raté, le moins réussi en tout cas de l'histoire de la Ve République, et que j'ai trouvé, moi, au contraire, extraordinairement réussi. Et extraordinairement réussi parce que pour la première fois, ce que nous étions, un certain nombre, nombreux d'ailleurs, à tenter de dire depuis des années et des années dans le désert, en passant pour des illuminés ou pour des irresponsables, apparaissait dans la lumière la plus crue, c'est-à-dire la vérité du personnage de la candidate Le Pen. Il y a encore 8 jours, 15 jours, nous nous faisions huer sur les réseaux sociaux parce que nous rappelions à la mutualité que la candidate Le Pen était entourée par des anciens nazis, qu'elle était elle-même, qu'elle allait de lapsus fascisant en lapsus fascisant, que quand elle s'aventurait sur le terrain de la souffrance juive et de la tentative de destruction des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale à propos de la rafle du Veldiv, elle disait pile le mot qu'il ne fallait pas, que lorsqu'elle nommait un président par intérim de son parti souhaitant prendre de la hauteur, elle tombait pile sur le plus négationniste de la bande,
que lorsqu'elle investissait lors des dernières élections municipales un élu dans un grand arrondissement parisien, elle tombait pile sur le gars qui, à l'intérieur du cimentier Lafarge, avait fait le lien entre Lafarge et Daesh, c'est-à-dire entre les nazis d'aujourd'hui, et que c'est celui-là qu'elle a investi dans le 15e arrondissement aux côtés de son trésorier Valéran de Saint-Just pour porter les couleurs de son parti, soi-disant dédiabolisé. Alors on disait ça à la Mutualité et on se faisait agonir d'injures sur ces réseaux dits sociaux qui nous tiennent lieu d'agora moderne. Et d'un seul coup, tout ça, eh bien ça a sauté aux yeux. Ça a crevé les écrans. Ça n'a même plus eu besoin d'être dit parce qu'elle l'a dit elle-même. Ce débat télévisé était extraordinaire. Les grimaces, les rictus, les insultes, la désinvolture par rapport à la vérité, l'incompétence, le maniement de la calomnie, la fibre fascisante, tout ça était là. Il apparaissait à qui voulait bien, aux 16 millions de Français qui étaient en train de regarder ce spectacle prodigieux. Ce spectacle prodigieux d'une Le Pen qui avait bâti toute sa carrière politique sur l'idée qu'elle avait rompu le fil de la transmission, qui avait mis en scène avec tant de talent sa rupture avec son père, et soudain le père, mais en plus on comprend tellement ça, moi en tout cas je le comprends, le père parlait en elle, le masque se craquelait et la figure du père apparaissait. Il y a une figure, il y a une image dans la grande symbolique juive, et notamment kabbaliste, l'image du Dibouk, dont un grand écrivain français, qui était un grand antifasciste, qui était un grand français libre, a fait un grand usage littéraire, qui est Romain Gary. Romain Gary a fait un livre qui s'appelle La danse de Gengis Khan sur le Dibouk, qui est cette espèce de démon mauvais, parce qu'il y a aussi des gentils démons, il y a des bons, mais ce démon mauvais, qui vous gigote dans le corps, que vous le vouliez ou non, que vous le chassiez ou que vous l'accueilliez, et qui vous marionnettise à son insu. Marine Le Pen, ce soir-là, elle était diboukisée par la figure de Jean-Marie Le Pen, et en un instant, ces semaines, ces mois, ces années, dans mon cas, ces décennies de prêche dans le désert arrivaient d'une certaine manière à leur terme. C'était magnifique, c'était un admirable débat, c'était l'un des plus réussis de l'histoire des débats de la Ve République, avec de surcroît un Emmanuel Macron que j'ai trouvé absolument souverain et magnifique, d'autorité contenue, maîtrisée et de mépris glaçant. C'est la première chose. Cette campagne a été formidable et elle mérite d'être décrite comme un processus de vérité en marche, parce que sur le côté droit de l'échiquier politique, elle a produit des effets de vérité également tout à fait spectaculaires. Je savais bien, pour ce qui me concerne, pardon de parler une seconde de moi, mais je savais bien que quelqu'un comme Henri Guénaud, l'auteur l'auteur caché, enfin moyennement caché d'ailleurs, du discours de Dakar, prononcé par le président Sarkozy après son élection, ce discours terrible, ouvertement raciste, prétendant se draper dans les oripeaux d'un égalianisme de bazar pour expliquer que l'homme africain avait tourné depuis toujours et pour toujours le dos à l'histoire. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai eu des moments de ces dernières années où il m'a été donné de le vérifier biographiquement. Et là, c'est apparu clair, effet de vérité magnifique, quand ce monsieur Henri Guénaud, personnage considérable, donc la plume du précédent président de la République, nous a expliqué que pour lui, le choix entre Macron et Le Pen était un choix impossible et que s'il ne voterait sans doute pas Le Pen, il ne voyait aucune raison de voter Macron et que pour lui, ce vote était un vote impossible et inopérable. Un autre cas de ce genre, une femme
Marie-France Garot, qui a été une grande dame de la Ve République, qui a été la conseillère d'un président de la République, de Jacques Chirac, qui se prétendait gaulliste, qui se prétendait même la gardienne, la vestale de la vraie flamme gaulliste, contre ceux qui voulaient, à ses yeux, l'éteindre. Là encore, opération de vérité, Madame Marie-France Garot, disant alors elle beaucoup plus clairement que le sieur Guénaud qu'elle voterait Le Pen sans la moindre hésitation, qu'elle voyait en Le Pen un sens de l'État qu'elle ne voyait pas chez son adversaire Emmanuel Macron. Et bien sûr le cas qui a été évoqué tout à l'heure de M. Dupont-Aignan, dont un certain nombre d'entre nous, dont l'essentiel de la classe politique peut-être savait depuis longtemps qu'il était un faux gaulliste, ou qu'il incarnait plus exactement l'aile anti-de Gaulle de la famille gaulliste, et qui là encore a jeté bas le masque, a craqué le masque et s'est rallié avec armes et bagages pour un plat de lentilles, c'est-à-dire probablement le remboursement de ses frais électoraux, à la candidate du Front National. Dans ces trois cas-là et dans d'autres, les choses sont soudain devenues si claires. Pas la porosité, pas des passerelles plus ou moins confuses, pas un nini à moitié seulement assumé, pas le pas d'accord au niveau national, mais des accords au niveau local ou l'inverse, mais des responsables, des figures de la droite républicaine qui tombaient le masque et qui se rallient avec armes et bagages à Marine Le Pen, et avec eux tous ceux dont ils étaient porteurs, leur souverainisme, leur haine des droits de l'homme, leur allergie fondamentale à la liberté. Puis du côté gauche, pareil. Il y a eu des effets de vérité à la fois terribles, navrants, quand il s'agit d'hommes ou de femmes que l'on connaît un peu, ou dont on a été proche, que l'on a même un petit peu aimé, dont on a été l'ami, mais en même temps, pour quelqu'un qui aime la clarté des idées, est plutôt bienvenue. Un garçon comme Emmanuel Todd, je voyais bien, on voyait bien, on entendait bien, après le massacre de Charlie Hebdo, on voyait bien qu'il y avait quelque chose dans son insistance à faire savoir qu'il n'était pas Charlie, dans son insistance à nous dire, au mépris de toute évidence, que dans la manifestation qui a envahi de manière magnifique les rues de Paris, qu'il y avait quelque chose de, je ne sais plus ce qu'il disait, de zombie. On ne voyait pas bien ce qu'il voulait dire, où ça allait, d'où cela sortait. Et là, il y a eu ce moment terrible, émission télévisée, je crois, où il a expliqué, dans la plus pure tradition des rouges-bruns de toujours, que entre la servitude à la finance et la soumission à la xénophobie, il ne voyait pas de différence, qu'il ne se sentait pas plus capable de voter pour Emmanuel Macron que de voter pour Marine Le Pen, et qu'il prendrait joyeusement, ce sont ses mots, le risque de l'abstention. Il a dit ça, bien sûr. Emmanuel Todd, bon auteur, par ailleurs, souvent, mais enfin qui a commis l'interview de trop. De même que mon ancien camarade, Michel Onfray, mon ancien camarade. Enfin, je l'ai publié, en tout cas, dans le temps. Et là encore, les bras m'en sont tombés. Lorsque j'ai lu dans Le Monde, sous la plume d'Alain Beuve-Méry, cet article qui reproduisait une déclaration d'Onfray, une déclaration de dénonciation, un texte de délation qui alignait au peloton de sa petite exécution, je cite, à peu de choses près, le traître chef Valls, le belliciste BHL, le je ne sais pas quoi Kouchner, le pédophile Cohn-Bendit, dénoncé au tribunal populaire des bonnes mœurs. Et puis il y en avait un autre ou deux autres, je ne sais plus. J'ai commencé par penser que c'était une blague, que c'était un faux, que c'était le Gorafi ou Nord-Presse, ceux qui avaient annoncé à la grande joie des mélenchonistes mon départ de France dans le cas de la victoire de Mélenchon. Et puis non, c'était vrai.
Michel Onfray, qui est un intellectuel de qualité, qui a fait des livres intellectuels de qualité, qui a fait des livres en tout cas que j'ai jugés dignes d'être publiés il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Michel Onfray a été capable de dire cela. Et là encore, laissez-moi finir. Et là encore, pour moi, un effet de vérité. Et d'une certaine manière, tout s'éclaire. La proposition de pactiser avec Daesh, la proposition de ne pas combattre les islamistes, mais de signer une sorte de traité de paix provisoire avec eux, le livre infâme contre la psychanalyse, et le reste. Effet de vérité. Et puis, effet de vérité, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon aussi, cet étrange moment de la vie politique française, où l'on a vu pour la première fois un candidat battu à un premier tour mettre 5 jours avant de dire qu'il ne voterait pas pour Marine Le Pen, et mettre 6 jours, à ma connaissance, il ne l'a toujours pas fait, à 2 jours du deuxième tour, à ne pas être parvenu encore à prononcer le nom du candidat pour lequel, apparemment, au terme de la devinette qu'il a proposée à ses insoumis, pour lequel il s'apprête apparemment à voter. Cette incapacité à prononcer le nom d'Emmanuel Macron, cette difficulté à dire à ses insoumis qu'il ne fallait pas se soumettre à la schlag néofasciste de Madame Le Pen, cette façon tellement dégueulasse de renvoyer l'extrême droite et l'extrême finance dos à dos, cette façon comme le mauvais maître qu'il est devenu de dire à la jeunesse de France, aux lycéens de Paris et d'ailleurs, qu'il faut qu'ils résistent avec la même énergie au patron et à la patrie. Tout ça m'a rappelé les pires souvenirs de ce que je sais de l'histoire de France. Ça m'a rappelé l'époque où les communistes français pactisaient au nom de la fraternité des ouvriers français et allemands avec la commandanture à Paris. Ça m'a rappelé l'époque où des députés communistes comme François Billoux, en 1940 ou 41, du fond de leur prison, écrivaient des lettres cauteleuses et flatteuses au maréchal Pétain pour quémander la permission de venir témoigner contre les vrais traîtres, c'est-à-dire les accusés du procès de Riom, Léon Blum et d'autres. Il y a dans l'attitude de Mélenchon quelque chose, là encore, qui est de l'ordre de la tombée des masques. Et je me rappelle, là encore, les choses d'une certaine façon se mettent en place. Je me rappelle la stupeur, d'abord l'incrédulité, et puis la stupeur, et puis l'horreur, quand en 2014, au moment des manifestations antisémites de Sarcelles et d'ailleurs, de ce moment très étrange, où Jean-Luc Mélenchon avait salué la dignité des manifestants, et où il n'avait trouvé à fustiger que l'indignité des organisations communautaires juives de l'époque. François Heilbronn, qui est ici et qui va parler tout à l'heure, l'a très bien souligné dans un article récent publié, repris par La Règle du jeu. Soudain, que voulez-vous que je vous dise, insoumis ou pas insoumis, tout ça s'éclairait. Et Jean-Luc Mélenchon, hélas, et je dis hélas parce que lui aussi, je l'ai connu un peu, il n'était pas loin du petit cercle qui, autour d'Harlem Désir et de Julien Drey, fondé il y a 30 ans, SOS Racisme. Jean-Luc Mélenchon prenait sa place dans cette espèce de longue et ténébreuse histoire des rouges-bruns en Europe et en France. Voilà des effets de vérité. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir des effets de vérité? Est-ce qu'il faut toujours s'en réjouir? Pas nécessairement, bien sûr, et ça n'est pas à des lacaniens que je le dirai. Il y a des moments, peut-être, où une part d'illusion est requise. Il n'est peut-être pas mauvais qu'un peu de la vie politique soit théâtralisée. Il y a des tas de bons esprits. Pascal contre Nicole, d'Alembert contre Rousseau, qui ont plaidé pour un peu de masque, pour un peu d'illusion, pour ne pas les tomber tous, les masques, et pour ne pas projeter sur les ambiguïtés et les impuretés des âmes humaines, fussent-elles politiques,
la clarté totale de la vérité toute nue, sûrement. Mais je crois que là, face à cette espèce de pesant, d'énorme bœuf sur notre langue à tous, qu'était cette affaire de Front National, face, pour parler comme les grands dissidents d'autrefois, face à ce mensonge déconcertant qu'était la question du Front National en France et de ses alliances et de ses circulations de discours et de ses langages totalitaires échangeant leurs mots et leurs signes, face à tout ça, je pense qu'il était bon, qu'il était salubre et que c'est le mérite de cette campagne de l'avoir fait, d'opérer ces effets de vérité. Je parlais de Zola tout à l'heure, il y a un pèlerinage qui se tient chaque année à la maison de Zola, à Médan, depuis presque un siècle d'ailleurs je crois. Et en 1932 ou 1933, il y a un très grand écrivain français qui est allé rendre hommage à Émile Zola. À Médan, il s'appelle Louis-Ferdinand Céline. Et Céline, dans son hommage à Zola à Médan, il a quelques années avant Louis Aragon et quelques années encore avant François Mitterrand et d'autres, Louis-Ferdinand Céline a dit, c'était un des moments très forts de son discours, qu'un régime, une société ou un système ne résistait jamais à quelques jours de vérité. Et que s'il n'acceptait pas, à l'inverse, ces quelques jours de vérité, il se cadavérisait. Que la question de la vérité, dans une société, dans un régime, dans un système, c'est une question de vie ou de mort. Alors je pense, moi, que dans cette société française, dans ce régime qui est le nôtre, ce régime de la parole politique, ces effets de vérité, à droite et à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, au cœur même du réacteur lepéniste, sont incroyablement bienvenus et qu'il y a tout lieu de s'en féliciter. D'autant que, et ça sera ma dernière remarque, d'autant que cette campagne a été riche encore d'un dernier effet de vérité. Et un dernier effet de vérité qui est, lui, absolument enthousiasmant et totalement réjouissant. Ce dernier effet de vérité, c'est la constitution, un peu ici, et puis ailleurs, bien sûr, d'un front républicain. Je le disais tout à l'heure dans mes quelques mots d'introduction, à quel point il était choquant qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que ce front républicain se constitue, que le front républicain, ce n'est pas une lubie d'intellectuels bobos qui se réveillent et qui veulent faire la peau au Front National, c'est une vieille tradition française qui remonte à l'époque du boulangisme, qui remonte à l'époque de l'affaire Dreyfus, qui remonte à l'époque des années 30, qui continue, je le rappelais, je crois, en 1956 face au poujadisme. C'est une vieille habitude française. C'est une grande chose de l'histoire de France. Et je disais donc combien il était triste de voir que pour la première fois, alors qu'ils n'avaient jamais été aussi près du pouvoir, les fascistes, ou on peut les appeler autrement, mais ça n'a pas d'importance, ne voyaient pas s'opposer à eux un authentique front républicain. Eh bien, la bonne surprise, c'est que le front républicain, depuis quelques jours, et particulièrement ce soir, pour ceux qui étaient là dès 17h, eh bien, il existe. Le fait d'avoir accueilli à cette tribune, côte à côte, Jean-Pierre Raffarin et Emmanuel Valls, Christian Estrosi et Pierre Moscovici, et ainsi de suite, tous ceux que vous avez vus se succéder sans protocole, sans souci de coexistence, sans négocier la chaise où ils seraient assis et des proximités plus ou moins souhaitables ou embarrassantes, ça c'est un effet de vérité de ces quelques jours de campagne que je trouve absolument réjouissant. Alors il a deux sens possibles, il a deux significations possibles. Sa première signification, si Emmanuel Macron, pour lequel j'ai voté dès le premier tour et pour lequel je voterai naturellement plutôt 2 fois qu'une au deuxième tour. Je sais que c'est interdit, mais hélas, si Emmanuel Macron a raison, s'il a raison, si son pari politique est juste, alors le fait de voir côte à côte Jean-Pierre Raffarin, Emmanuel Valls et les autres, cela veut dire que quelque chose de tout à fait décisif se passe
dans l'histoire de notre vie politique. Cela veut dire qu'une séquence de notre histoire politique est en train de s'achever. Cela veut dire que l'organisation de notre théâtralité politique, née en 1789, autour de la question et de l'astre fixe de la Révolution, avec sa gauche et sa droite, est en train de s'éteindre et que les grands partis traditionnels sont, pour reprendre le mot de Céline ou de Sartre, cadavérisés, et que nous sommes en train, la taupe histoire est en train de fabriquer quelque chose dont ce moment-là est le moment d'accouchement. C'est possible, personne n'en sait rien, même Emmanuel Macron n'en saura rien avant longtemps. C'est la première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse, c'est qu'il n'en a eu rien, que la gauche et la droite, que les partis cadavérisés qui la représentent l'une et qui la représentent l'autre ressurgissent de leurs cendres et ressortent de leur linceul, se reconstituent autrement dans ce cas-là. Et ça aussi, c'est un effet de vérité en marche. Ça aussi, c'est un moment heureux. Cela veut dire qu'au minimum, pour la première fois depuis 15 ans, alors qu'on ne cessait de nous dire les uns et les autres, politique de l'autruche, la tête dans le sable des responsables de droite et dans le sable des responsables de gauche, que la question du Front National n'en était pas une, qu'il ne fallait pas tomber dans son piège, qu'il ne fallait pas le stigmatiser ni le diaboliser, pour la première fois, ils ont accepté, ils acceptent, ils ont consenti dès le premier tour de l'élection, tous, à part ce que j'ai cité tout à l'heure, de se ranger par esprit républicain derrière Emmanuel Macron, c'est-à-dire le seul qui aujourd'hui soit l'alternative à Marine Le Pen. Et pour cela aussi, même dans cette hypothèse minimale, pour cela aussi, je suis vraiment heureux d'avoir répondu à l'invitation de l'école de la cause freudienne et de Jacques-Alain Miller, de m'être associé à cette série de manifestations et de me retrouver aujourd'hui ici avec vous. Je vous remercie.